Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, 2 entrevues. Yves Charlebois, un nouveau collaborateur, il parlera d'agriculture et le sujet pour l'émission, ce sera bien sûr la canneberge. Cathy Edwards, directrice de Cactus, il sera question du portail média.ca, c'est-à-dire que les nouvelles d'ici, les nouvelles de la région, seront maintenant dans un portail journalistique au niveau canadien. Francis Fortier, directeur de la TVCE, viendra nous parler de la nouvelle programmation 2020-2021. Mais pour l'instant, voici vos nouvelles locales. Depuis le 23 août dernier, vous savez que le Parti conservateur a un nouveau chef. Il s'agit de l'ancien ministre Erin O'Toole. Changement de chef dit également changement aussi pour nos députés Arthabascan-Érable. En ce qui concerne Luc Berthold, député de Mégantic-l'Érable, il a été nommé chef du ministre du cabinet fantôme, responsable du Conseil du Trésor. Son mandat consistera à scruter à la loupe les dépenses du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Selon Luc Berthold, ce ne sera pas une mince affaire considérant que le premier ministre réalise des déficits records et qu'il dépense sans compter. Du côté de la Chambre des communes, le député de Mégantic-l'Érable aura comme adversaire le ministre libéral Jean-Yves Duclos. En terminant, Luc Berthold est fier de la confiance témoignée d'ailleurs par son nouveau chef. Le député va continuer également à défendre les intérêts des gens de la région. Autour d'Alain Reyes, le député de Richmond-Arthabascan, les nouvelles responsabilités en tant que ministre du cabinet fantôme, du patrimoine canadien, des langues officielles et aussi du développement économique du Québec. Ce sera nouveau comme fonction pour Alain Reyes car il a déjà été le lieutenant politique pour le Québec pendant 3 ans. Une de ses priorités pour Alain Reyes, il espère que le ministre Justin Trudeau présente un plan de relance économique en lien avec la COVID-19 le plus rapidement possible. Dans un autre ordre d'idées, la Ville de Princeville vient d'engager une directrice des ressources humaines. Il s'agit de Annabelle Jolicoeur-Tétrault. Son principal défi sera évidemment de mettre en place un service de ressources humaines et elle exercera également un rôle conseil auprès des gestionnaires, mais également auprès des employés. Notons que la nouvelle directrice des ressources humaines est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, agréée donc du Québec. Elle détient un baccalauréat en relations industrielles du côté de l'Université de Montréal. Une bonne nouvelle pour Saint-Ferdinand, la Tournée des couleurs aura lieu le 19 septembre prochain. Rappelons que la Tournée des couleurs est une course ou encore une marche ouverte à tout le monde. Et on sait que ces temps-ci, à cause de la COVID et aussi à cause de la distanciation sociale et aux règles sanitaires, que la fameuse course familiale qui était tellement populaire avec la fameuse poudre de couleur ne sera pas à l'horaire, du moins pour cette année. Par contre, une nouveauté pour 2020, le cyclisme s'impose dans la tournée puisque les cyclistes feront le tour du magnifique lac William pour cette 6e édition. Les inscriptions se feront seulement en ligne, que ce soit pour les courses, la marche ou encore en vélo. Au sport maintenant, l'ancien attaquant des Tigres de Victoriaville, Daniel Corso, a été nommé la semaine dernière entraîneur adjoint chez le Drakkar de Baie-Comeau. Corso en sera à sa 2e équipe dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Avant, il était adjoint chez les Foreurs de Val-d'Or. Le Titan de Princeville Junior 3A, eh bien, la première rencontre préparatoire a déjà eu lieu, soit le 29 août dernier. Et en date du 6 septembre, le Titan n'a pas encore remporté un match. Donc, vendredi le 18 septembre et dimanche le 20, on espère 2 victoires pour le week-end prochain. Pour les horaires ou encore les stats, tout cela est disponible sur le site du titanprinceville.com. Et en terminant, rien n'a bougé chez le V-Boutin cet été. Selon les dires du président, il ne sait toujours pas si le V-Boutin Junior 2A aura une saison cette année. François Biron attend des nouvelles de la Ligue pour en savoir davantage. Et par contre, l'équipe espère vraiment avoir des bonnes nouvelles en ce sens.
Nouvelle programmation, ça veut dire également de nouveaux collaborateurs et j'aimerais vous le présenter. Il est très connu dans la région, c'est Yves Charlebois. Allô Yves? Oui, bonjour. Je dis très connu parce que, bon, ancien journaliste, mais vous en faites Oui, encore. oui, j'étais encore journaliste à l'occasion. Exactement. Ouais. Et ensuite de ça, bien, le côté agriculture, je tenais absolument à vous avoir Oui. parce que vous avez pas mal un grand pedigree de ce côté-là. Oui, hein? j'ai fait ça pendant plusieurs années, du journalisme agricole. Voilà. Et c'est ça. Puis maintenant, ben, je suis à la fois journaliste et aussi maire de ma municipalité qui est Saint-Ferdinand. Bien, bienvenue chez nous, ici même à la télé VCE, donc Cogeco. Alors, et Charlebois, le sujet qu'on a choisi, moi je trouve que c'est un sujet super intéressant parce que nous allons parler du développement de la canneberge. On va même faire un genre d'historique et c'est parti. Oui, très simplement. Dans la région ici des Bois-Francs et le centre du Québec, la production a commencé dans les années 40 et 50. Il y avait un seul producteur qui s'appelait la famille Larocque à Lemieux. Ils ont toujours été seuls et pour X nombre le concours de circonstances a fait qu'il s'est greffé un nouveau producteur en 1992, c'est Marc Biellaire, qui était ici à Manceau, Saint-Louis-de-Blandford. Oui. Monsieur Biellaire était un producteur de pommes dans la région de Fredericksburg, puis il a eu cette idée-là de se lancer dans la production de canneberge. Bien, évidemment, le côté un petit peu complexe de la production de canneberge, c'est que vous plantez un champ et vous le récoltez que dans 3 ans. Ça fait que c'est quand même pas quelque chose qu'on fait là, rapidement pour avoir déjà des revenus. Fait qu'ils ont commencé ça modestement. Il y avait 2 producteurs à ce moment-là. Et aujourd'hui, au Québec, on compte 81 fermes de production de canneberge. Oui. Principalement, la grande majorité sont situées dans le centre du Québec, c'est-à-dire de Saint-Lucien, près de Drummondville, jusqu'à ici, Notre-Dame-de-Lourdes, Villeroy, Saint-Louis-de-Blandford. C'est tous des endroits où il y a des terres propices pour ce type de culture-là. Il faut savoir que la canneberge, à l'état naturel, on en a. À l'état sauvage, pardon, on en a un peu partout, mais c'est des petits volumes. C'est un peu comme aller aux fraises des champs. Là, il y en a dans des tourbières. Ça pousse depuis toujours. Les Amérindiens consommaient des canneberges, ça fait plusieurs années. Et nous, ben, de progression en progression, ben, on est rendu avec un volume. Cette année, on va arriver à 12 000 acres en production de canneberge au Québec. Et à chaque année, on plante des nouveaux champs, fait que c'est disponible dans 3 ans. Fait que ça va toujours en augmentant. Oui. Et là, moi, ce qui me surprend, c'est que peut-être que les gens ont été quand même surpris. C'est depuis 1940 qu'on parle de canneberge dans la région. Oui, c'est ça, le mieux. Tout simplement, là, c'était la famille Larocque qui avait parti ça. Eux ont toujours été producteurs pour Ocean Spray. C'est une coopérative de producteurs de canneberge. Il y en a, parce que de la canneberge au Canada, il y en a sur la côte ouest. Il y a des producteurs dans Colombie-Britannique. Il y a chez nous, on en a. Ici au Québec, il y a ici dans la région, il y en a sur la côte nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la Naudière. Mais c'est des petits, c'est plus petit qu'ici. Bon, Et là, si vous avez la chance un jour de pouvoir monter dans un petit Cessna ou quelque chose comme ça, vous allez voir que la région ici, des carreaux de canneberge, là, c'est immense. La première fois que tu vois ça, tu te dis, voyons, ça doit être des étangs aérés pour les égouts des petites municipalités, mais là, c'est plus... c'est des champs de canneberge. Non, c'est immense, parce que c'est des carreaux très, très définis. Là. Oui, il est très exact. Hein? On voit ça. Oh, le oui, relief évidemment, est très bien encadré Oui, en oui. haut du ciel. Je reviens à M. Biellaire parce que lui, il a quand même vu des possibilités dans notre région parce que lui, au départ, ne venait pas de la place. Non, il hein, venait c'est de ça? Fredericksburg C'est ça. en Montérégie. Mais là, c'est parce que ça prend un terrain particulier. Oui, J'aimerais ça prend un qu'on- terrain sablonneux, un peu comme une tourbière. Ouais. Et on a développé ces terrains-là à Saint-Louis-de-Blandford qui n'avaient aucune valeur. Très souvent, à Villeroy, c'est la même chose. On ne pouvait rien cultiver là-dedans. C'était, entre guillemets, c'était un nid à maringouin, là, ces endroits-là. Ça fait qu'on a développé ça progressivement. L'autre affaire qui est spéciale aussi pour les municipalités, comme je suis maire, on s'en parle. C'est un développement pour la fiscalité municipale, pour les taxes. C'est incroyablement rentable Le maintenant. terrain, Ouais, la valeur c'est du des terrains terrain. qui valent rien. Aujourd'hui, comme c'est en production, je sais que mon camarade Justin Bédard à Notre-Dame-de-Lourdes m'a parlé de la taxation des productions de canneberge. Puis c'est, pour une petite municipalité comme la sienne, c'est un cadeau du ciel. C'est plus que les éoliennes. Ben, si on les mettrait Compare- tous ensemble, oui.
Oui? Oui, 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 c'est plus qu'un parc d'éolien. Si on regarde toutes les municipalités ensemble, définitivement, c'est comme 4-5 fois un parc éolien. Parfait. Et là, la canneberge, on le sait, c'est connu internationalement. Ouais, Maintenant, on exporte ben oui. énormément. Alors, est-ce que vous avez des chiffres peut-être à nous donner aujourd'hui si on regarde un peu les Grosso statistiques? modo, l'année dernière, il s'est récolté 251 millions de livres de canneberge au Québec. Tout ça, on récolte ça une fois par année. Ça fait qu'il faut le manipuler, il faut les nettoyer, ces canneberges-là, quand on les sort des champs. L'avantage pourquoi on en cultive facilement de la canneberge, c'est que pour récolter un champ, c'est 50 normalement, qui va produire 100-120 000 livres de canneberge. Ça prend pas beaucoup de main-d'œuvre parce qu'on inonde le champ et on passe une batteuse, les fruits sont détachés. Et pour en ramasser 120 000 livres de canneberge, si on compare à des framboises ou des fraises, ce serait impossible de le faire. Ça prendrait énormément de main-d'œuvre. C'est une façon de le faire. Une fois que les fruits sont sortis du champ, comme c'est une fois par année seulement, ben là, il faut les nettoyer, il faut les classer par la grosseur. À ce temps, les usines sont tellement sophistiquées qu'on peut les classer également par la couleur. Ils ont comme une espèce d'œil magique, là, ou le laser, ou je ne sais trop quoi. Fait que les canneberges sont classées. Quand vous allez dans un congélateur de canneberge maintenant, vous avez des bennes de canneberge que c'est un beau gros pourpre, l'autre un peu plus pâle, un peu plus comme ça. Les grosseurs sont identiques, ou presque, parce qu'il y a un classement. Puis à la fin de l'exercice, ben, tout dépendant de ce qu'on veut faire avec, quand c'est déshydraté, on voudrait avoir des canneberges de telle grosseur, coupées de telle façon, de telle couleur, parce que ça va dans des céréales X, des céréales Y qui veulent l'avoir plus mauve, puis plus sucré, moins sucré, etc. OK, ça va jusque-là. Oui, c'est OK. extrêmement sophistiqué. Les premiers temps, j'avais vu ça chez M. Bielaire quand ça a commencé. C'était des vieux, il avait ramassé des équipements au Wisconsin, aux États-Unis. C'était en bois, c'était des convoyeurs de bois. C'était vraiment, mais quand on va par exemple, chez Fruits d'Or, ou ici, qui est extrêmement, extrêmement performant et extrêmement moderne, c'est en acier inoxydable à grandeur. Il y a des appareils qui valent des fortunes. Voilà. Maintenant, parlons-en de la main-d'œuvre, parce qu'on le sait, ça amène des immigrants comme travailleurs Ouais, ici dans la région. surtout pour la récolte Oui. qu'on retrouve. Et également, chez, exemple, Fruits d'Or ou ailleurs, parce que l'usine en question doit être... on congèle les canneberges, mais on doit les manipuler pour faire du jus, faire des déshydratés, etc. On a de plus en plus de main-d'œuvre étrangère, surtout des Latino-Américains, qui travaillent ici presque à l'année. Parfait. Et on a des Québécois aussi. Oui, évidemment, chez Fruits d'Or, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Puis, tout ça, c'est qu'il y a un énorme marché, pas un marché, mais une énorme entreprise, des grosses entreprises qui tournent autour. Et quand vous venez dans la région au mois d'octobre, fin septembre... Les balades gourmandes, Oui, c'est ça, les camions de canneberge, là, ça n'arrête pas. Il n'y a pas un camionneur dans la région qui n'a pas un job pour les transporter du champ aux usines de transformation. Et les usines de transformation poussent comme des champignons. Là. On a vu la semaine dernière... Fruits d'Or avec M. Lemoine, ils ont annoncé un investissement de 17 millions pour agrandir l'usine dans le parc industriel à Plessisville. En plus, Fruits d'Or possède évidemment des champs et ils ont également, si vous arrivez sur l'autoroute 20 à Villeroy, ils ont une immense, mais immense congélateur avec un centre de transformation. Oui, et là, on essaie même de mélanger la canneberge avec d'autres fruits, Oui, même avec du chocolat, etc. Ouais. Alors, on a quand même un département spécial pour ici, ça. dans le parc industriel à Plessisville, à part Fruits d'Or, il y a M. Fortier, Pierre Fortier, les canneberges Notre-Dame. Là, Oui. lui, à cet endroit-là, il y a un immense congélateur. Mais il faudrait le voir, là, c'est difficile à expliquer, mais c'est quasiment deux gros arénas. Son congélateur de canneberge. Les produits sont nettoyés, congelés. Puis quand on en a besoin au cours de l'année, c'est livré chez les clients américains, c'est livré chez d'autres transformateurs un peu partout. Vous en avez également à Saint-Wenceslas, dans l'entrée de Saint-Wenceslas ou Saint-Eulalie. Dans l'entrée, il y a une nouvelle usine de canneberge. Il y en a partout. Ouais. Ça pousse comme ça se peut pas. Oui, et on n'a pas de problème de clients. Là. La clientèle, Non, il y a comme... si vous allez en Europe, quand vous dites que vous êtes Canadien, ils vont dire « Ah, des cranberries! » OK, fait que Céline Dion a été remplacée par les cranberries. Non, mais les cranberries, là, chez vous. Bon. C'est bon. C'est ça, avec des gens qu'on consomme, mais c'est pas un produit qu'on consomme comme on va consommer une orange, là, mais c'est souvent mélangé avec d'autres aliments. C'est ça. Puis le jus de canneberge aussi, c'est extrêmement
populaire. Avant ça, c'était surtout les anglophones qui consommaient ça. Puis maintenant, monsieur, madame, tout le monde, le jus de canneberge comme tel, c'est un cocktail qu'on a parce que le jus de canneberge n'est pas buvable. C'est vraiment amer, ça se peut pas. C'est mélangé avec un sucre, un produit sucrant, puis c'est consommable. Est-ce qu'il reste autre chose à mentionner quand on parle de canneberge, là? Parce que je vois que vous avez apporté plusieurs tableaux. Oui, ben c'est ça, c'est que l'industrie, là, ils le vend dans les voiles parce que à chaque année, les superficies augmentent. Fait que veut pas, ben, avec le temps, ben, la production, la quantité de fruits augmente à chaque année au niveau des récoltes. Fait que ça n'arrêtera plus jamais. Puis avec les investissements qui se font dans la région, c'est appelé à prendre de l'expansion. Mais ça coûte très, très, très cher d'aménager un champ de canneberge, mais il y a des gens qui ont les reins assez solides pour le faire. Et quand tu commences, ben, tu n'arrêtes plus. Fait qu'à chaque année, tu rajoutes. Alors, finalement, l'économie, quand on parle de canneberge, ben, c'est une réussite totale. Oui, absolument. OK. C'est ça. Bon, ben, en guise de conclusion, on peut... Ben, on va leur souhaiter une bonne récolte cette année c'est aux vrai. producteurs. Je ne sais pas, j'aurais pas parlé, là, c'est quoi leurs prévisions. Ça va se récolter à partir d'à peu près du 20 septembre jusqu'à la mi-octobre, fin octobre. Et je ne sais pas si les visites vont avoir lieu cette année. Je On sait l'ignore, pas, encore. le centre d'interprétation de la canneberge. Parfait, on aura l'occasion de s'informer. D'ailleurs, également c'est là-dessus. drôle parce que j'ai rencontré des Français de France qui venaient de France que pour venir voir ça, en touriste. C'était pas des producteurs agricoles ou quoi que ce soit. Puis ils avaient vu ça sur TV5 ou je sais pas quoi. Là, mais C'est dommage, hein? On aurait pu faire un toast au jus de canneberge ce matin, mais on reprendra ça. Bien, Yves merci Charlebois. beaucoup, Lydia. Merci, à la prochaine. Alors, c'était Yves Charlebois, notre nouveau collaborateur en ce qui concerne le monde de l'agriculture sur les ondes de la TVCA. Alors aujourd'hui à l'émission Érable en bref, on va vous parler d'une très belle nouveauté, en tout cas pour la TVCA de l'érable et également pour toutes les personnes qui veulent avoir des nouvelles vraiment au niveau local, mais à la grandeur du Canada. Nous avons maintenant un portail, ça s'appelle portailmedia.ca et d'ailleurs pour nous en parler, on reçoit Madame Cathy Edwards. Madame Cathy Edwards qui est d'ailleurs elle a le poste de directeur de Cactus ou encore directrice. Alors, nous l'avons avec nous. Cathy Edwards, bonjour. Merci pour l'invitation, Lydia. Alors, Cathy Edwards, parlons un peu, on a dit ce mot cactus. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Mais en anglais, cactus, c'est l'acronyme pour Canadian Association of Community Television Users and Stations. En français, c'est l'Association canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire. Et c'est l'organisation nationale professionnelle qui, d'un parti, représente toutes les stations de télévision communautaire au Canada, au niveau national. Et deuxièmement, ça représente aussi les usagers de ces stations et beaucoup de communautés au Canada n'ont pas un télécommunautaire. Alors, notre job, c'est aussi de faire épanouir la présence des stations de télévision communautaire au travers du Canada. Mais nous avons une organisation partenaire au Québec qui s'appelle la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Alors, il y a une grande majorité de stations au Québec qui appartiennent à la fédération, qui ne sont pas nécessairement membres de Cactus, mais quelques-unes sont. Cactus et la fédération ensemble ont fait une application à Patrimoine Canada pour gérer un programme qui s'appelle l'Initiative de journalisme local, IJL en français, c'est LJI en anglais, et c'est un programme national qui est supposé de mettre des journalistes dans les communautés soi-disant desservies, alors où il n'y a pas beaucoup de médias, où c'est faible. Alors, c'est pas juste Cactus et la Fédération qui gèrent ce programme. Patrimoine voulait avoir un petit nombre, comme 5-6 organisations qui peuvent, à travers leur association, diffuser des financements pour appuyer le journalisme local. Alors, pour la télévision communautaire, c'est Cactus en partenariat avec la fédération. Alors, c'est vraiment important quand on a une fenêtre
où les gens au Patrimoine Canada, le CRTC, qui font la politique peuvent voir, regarder ce que ce secteur peut faire. Je ne sais pas si vous êtes familier au Québec avec un canal de spécialité en anglais s'appelait Vision TV. Il y avait un programme qui s'appelait Over the Fence, comme c'est une expression en anglais, quand tu regardes ce que ta voisin fait avec ses fleurs ou n'importe quoi, pour savoir qu'est-ce que font vos voisins, qu'est-ce qui se passe dans ton voisinage. Et c'était un programme où des différents télécommunautaires à travers le pays montraient un de leurs programmes favoris avec une petite introduction pourquoi ils font ce programme. Et je pense que c'est un peu comme ça. C'est une chance de regarder ce que font les gens au Nouveau-Brunswick, ce que font les gens en Nouvelle-Écosse, au Québec, au Nouveau-Brunswick, je m'excuse, Colombie-Britannique. Alors, c'est vraiment une manière de savoir notre pays mieux. Alors, pour les téléspectateurs aussi, non seulement pour le gouvernement, c'est une importante manière d'échanger des informations. Maintenant, allons-y parce que le temps de l'entrevue achève en ce sens que pour la recherche, donc c'est facile, on va donner l'adresse, puis en même temps, ben moi je suis allée voir le portail justement hier et bon, j'ai regardé pour les nouvelles au niveau du Québec et j'ai su que les meilleurs kayaks que l'on fait, on les fabrique à Montréal. Hein? Ah, Alors, fantastique! c'est ça. Et c'était un reportage complètement en anglais, mais on comprend vraiment avec l'image aussi. Là. Alors, je pense pas que la langue soit un empêchement là, à aller vérifier qu'est-ce qui se passe au niveau des nouvelles sur le portail. Alors, donc, dites-nous que la recherche est facile à faire. C'est même très simple. Hein? Si on veut une recherche qui vient du Québec, du Nouveau-Brunswick, comment ça se passe? Là? Tout est bien identifié. Mais merci beaucoup. C'était très important pour nous que ce soit facile pour chercher par sujet. Bien, ça, c'est l'organisation verticale sur le site, c'est par sujet. Et l'organisation horizontale, c'est par région du pays. Et sous chaque région, tu peux chercher par communauté. Tu peux aussi chercher par notre partenaire, les stations, par chaque nom et logo en fond. Tu peux chercher par TVCE, par exemple, et voir tous les reportages faits par TVCE. En tout cas, bravo pour cette très, très belle initiative. Alors maintenant, les nouvelles vont encore davantage voyager, mais cette fois-ci à la grandeur du Canada. C'est ce qu'on peut comprendre aussi. OK, merci. Est-ce que je peux ajouter juste une chose? Oui, allez-y. Du point de vue de langue, c'était aussi important pour nous et aussi pour le patrimoine de faire disponible et d'appuyer les communautés autochtones pour produire du journalisme. Alors, deux des communautés qui ont un journaliste sont autochtones. Un à l'île de Manitoulin s'appelle Wikwemekong. Et le deuxième, c'est Missinippi Broadcasting, c'est au nord de Saskatchewan. Et aussi Hay River, en territoire du Nord-Ouest, ont des journalistes et des communautés mélangées, blancs, autochtones. Alors, il y a aussi des langues d'aînés que tu peux chercher sur le site, Ojibwe, Michif et Cree. Alors, tu peux cliquer et chercher les médias dans ces langues autochtones sur le site aussi. Malheureusement, YouTube n'offre pas de traduction entre une langue et une autre, mais pour ceux qui parlent ces langues, ces contenus sont disponibles aussi. Oui. C'est très important pour nous. Et moi, j'appelle ça la belle diversité canadienne. Hein? C'est notre ça. magie, voilà. Eh bien, merci pour cette entrevue très agréable et allez consulter ce nouveau portail vu que le lancement a eu lieu la semaine dernière. C'est bien ça? Merci Lydia pour l'occasion pour te parler. Bien, merci beaucoup et félicitations pour cette belle initiative. Alors, je vous rappelle que je m'entretenais avec Mme Cathy Edwards. Et maintenant, comme dernier invité, et non le moindre, je reçois mon directeur ici de la programmation, donc Francis Fortier. Alors, bonjour Francis. Bonjour Lydia. Francis, on recommence, hein? C'est pas encore l'après-COVID, mais on recommence une nouvelle programmation. Oui, tout à fait. Et 2020-2021, donc ça va ressembler à quoi? Ce sera quoi mon travail finalement? Ben écoute, cette année, moi, je suis super content parce qu'habituellement, c'est ça, à la télévision, on se débrouillait un petit peu. Il fallait porter plusieurs chapeaux, comme à caméraman, monteur, à l'animation, etc.
Puis, pour cette année, ben, on a toi, Lydia Jacques, en poste pour journaliste. Donc, je suis vraiment content. Ça va nous permettre de couvrir beaucoup plus de l'information locale, de faire des entrevues plus de fond sur qu'est-ce qui va se passer ici dans la région. Donc, c'est vraiment une chance exceptionnelle. Puis, je suis super content pour l'année à venir. On va avoir 2 émissions d'une demi-heure pour les Érables en bref. Oui. Le mardi 19h30, je crois, et le mercredi à 18h pour l'information locale. Puis le reste, il y a toujours la messe qui recommence aussi, les mardis à 9h. Il y a aussi une émission La beauté du vin avec Susanna Ochoa. Puis il va y avoir des mémoires vivantes aussi. Avec la Société d'histoire de oui, Plessisville, la entre Société autres. d'histoire qu'on a tourné l'an passé. Mais qu'on va présenter, qu'on est très heureux de vous présenter cette année. Étant donné le COVID, la situation, il a fallu retarder la diffusion. Donc, c'est cette année que ça se passe, qu'on va avoir la beauté de voir ça. Mais donne-moi plus de détails, comme le vin. Est-ce que c'est nouveau, des chroniques de vin, dans le Oui, fond? c'est nouveau. Oui, une sommelière qui connaît beaucoup le vin, puis elle vient discuter un peu de ses goûts, puis de ses bouteilles préférées. Puis, J'ai l'impression que ce sera très populaire. Est-ce que c'est vrai, j'ai ouï dire le bingo, là, on va avoir des points de vente dans la région? Oui, Ça, on va vous revenir avec Ouais. ça, parce que pour l'instant, c'est en train de se développer. On aimerait beaucoup avoir des points de vente ici pour que les gens puissent jouer au bingo. Mais c'est ça, il faut parler avec les gens de Tête-Folle, savoir de quelle manière qu'on va fonctionner. Mais oui, c'est à venir, puis on va vous revenir là-dessus. Oui, c'est tellement drôle parce que moi, j'en parle parce que j'en ai entendu parler par des commerçants à Plessisville, au centre-ville. Je vais les nommer, c'est la Tabagie Bélanger. Tout de suite, quand je suis rentrée, tu sais, quand que le bingo revient, alors c'est là que je vous ai posé la question en même temps, Francis. Alors. Puis je vous dirais aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour de dire s'il y a des gens qui sont intéressés à faire de la télé ici comme bénévoles. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de financement, mais on a toujours besoin de bénévoles, que ce soit caméraman, montage, animation. On est une belle équipe, moi puis Lydia, on est là pour vous former. Puis écoute, on adorerait transmettre le savoir. Puis c'est tellement plaisant faire de la TV, faire des montages vidéo et tout. Puis en plus, Francis est d'une patience incroyable. Parce que Lydia, elle apprend quand elle fait 3 fois la même chose. Alors Francis, il fallait qu'il répète 6 fois la même chose, à peu près. Hein? Bon, bien, on se dit, c'est déjà tout pour la capsule, mais surveillez notre magnifique programmation. Alors, et si vous voulez qu'on parle de vous, eh bien, on donne toujours notre courriel, Francis, pour les gens qu'on puisse joindre. TVC Érable à commercial-outlook.com pour nous rejoindre, pour que vous soyez bénévole ou que vous avez des idées d'émissions. On est là pour recevoir vos messages puis vos encouragements. Puis, on vous souhaite une bonne saison 2020-2021. Au plaisir! Au plaisir! Et maintenant, vous avez des nouvelles à diffuser. Tenez-nous au courant par courriel tvcérable@commercial-outlook.com. Et pour l'émission Érable en bref, eh bien, on se dit tout simplement à demain sur les ondes de Cogeco à compter de 18h. Pour visionnement, vous avez toujours notre site web ou encore notre Facebook. À demain pour une autre édition d'Érable en bref.